Une femme généreuse s'est disputée avec une dame âgée lorsqu'une voiture de luxe s'est arrêtée devant sa maison et 3 jeunes hommes en sont sortis. Bonjour, bienvenue. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications. Le tonnerre gronda, réveillant Sarah. La femme ouvrit les yeux au son de la pluie frappant contre la vitre. Une tempête de mai, réfléchit-elle. Le dernier mois du printemps avait été chaud et sec, rendant la pluie bienvenue. Elle ouvrit les rideaux pour admirer la pluie qui nettoyait la poussière des jeunes feuilles. En regardant en bas, elle remarqua une grande voiture noire dans la rue déserte. À côté d'elle se tenaient 3 hommes, 2 vêtus de noir, et le 3e près de la voiture, portant un jean et une chemise blanche. Ils semblaient chercher quelqu'un parmi les fenêtres des appartements. Soudain, la sonnette retentit. Sarah se précipita dans le couloir, mais Jeannette la devança. La femme était déjà réveillée, préparant le petit déjeuner, donc elle atteignit la porte la première. Jeannette dit que le garçon du voisin, Tomé, était venu chercher sa grand-mère. Ils ont une belle voiture et ont l'air sérieux. Ils m'ont donné... Attends. Qui est venu? Jeannette l'interrompit. Je ne sais pas. Ils m'ont juste demandé de t'appeler, répondit le garçon. Sarah regarda Tomé, surprise. Elle n'attendait personne depuis longtemps et était certaine que personne ne la cherchait. Jeannette se tourna vers la femme âgée et demanda « Comprenez-vous ce qui se passe ?» « Je ne comprends absolument rien, » répondit Jeannette. « Mais en effet, il y a une voiture garée là-bas et des inconnus sont à côté. Reste ici, je vais voir ce qui se passe, » dit Jeannette résolue, enfilant ses chaussures et jetant un léger chemisier sur sa robe. Elle quitta l'appartement, ferma la porte derrière elle et descendit les escaliers, suivie de Tomé. Sarah venait d'une petite ville de montagne, dans une famille typique où la plupart des hommes travaillaient à l'usine sidérurgique, la seule grande entreprise de la ville. Le père de Sarah, Giuliano, était aussi ouvrier sidérurgiste. Il épousa Rebecca, la mère de Sarah, peu après son retour du service militaire. Ils s'aimaient depuis l'école et rêvaient d'avoir une grande et heureuse famille. Cependant, après la naissance de Sarah, Rebecca ne put plus tomber enceinte et Giuliano rêvait d'avoir un fils, ou mieux encore, plusieurs fils. Son insatisfaction envers sa femme et son ressentiment face à son incapacité à lui donner des héritiers conduisaient souvent à des disputes. « Tu n'es rien. Pourquoi ai-je besoin d'une femme aussi inutile que toi ?» Giuliano faisait des scènes et Rebecca essayait de protéger leur fille de tout cela. Sarah n'avait pas de bons résultats à l'école, obtenant souvent de mauvaises notes. Cependant, Rebecca encourageait toujours sa fille à poursuivre ses études ou à suivre un cours professionnel. Elle soulignait toujours l'importance d'avoir un métier dans le monde d'aujourd'hui. « Sans métier, tu ne peux pas survivre », disait sa mère. « Tu peux devenir coiffeuse, cuisinière ou même couturière, mais tu dois pouvoir travailler. » Rebecca avait de grands espoirs que Sarah serait son soutien dans sa vieillesse, car il n'y avait personne d'autre sur qui elle pouvait compter. Mais à 16 ans, Sarah tomba enceinte. Pendant plusieurs mois, elle réussit à cacher son péché, mais lorsque son ventre devint visiblement rond, elle dut avouer à sa mère, qui, tremblant de peur, en parla à son mari. Les cris et injures de Giuliano ce soir-là furent entendus dans toute la rue. Il hurlait si fort que les murs tremblaient et que la vaisselle cliquetait dans l'armoire. « Petite insolente! Je vais sortir cette chose de ton ventre et ces bêtises de ta tête !» Il tempêtait dans la maison, secouant sa fille et lançant des objets dans sa colère. « Tu nous as déshonorés! Les gens diront que la fille de Giuliano est une honte. »« Giuliano, calme-toi. Notre fille ne doit pas être contrariée maintenant, » tenta de calmer Rebecca. « Oh, elle ne doit pas être contrariée, mais elle peut flirter avec des hommes !» cria le père inflexible. « Écarte-toi, mère, je vais lui donner une leçon. »« Non, Giuliano, ne touche pas à ta fille. Je l'emmènerai chez le docteur demain et nous réglerons tout ça. » Rebecca se dirigea vers le placard où elle avait caché une bouteille de whisky derrière d'autres plats, prit un verre à shot, le posa violemment sur la table et le remplit. « Bois, Giuliano. Bois et calme-toi. » L'homme vida rapidement son verre et Rebecca lui en servit un autre. Elle savait qu'après quelques verres, son mari se détendrait et peut-être ne frapperait pas Sarah. Elle ne voulait pas emmener sa fille enceinte et couverte de bleu chez le médecin. Après avoir quitté en silence la clinique pour femmes le lendemain, Sarah et Rebecca se demandaient ce que l'avenir leur réservait. La grossesse était avancée et il n'y avait rien à faire.
Le médecin leur avait plutôt demandé de faire un examen médical et des analyses. Lorsqu'on lui demanda qui était le père de l'enfant, Sarah affirma qu'il n'y en avait pas. « Je devrais signaler cela à la police et au service de protection de l'enfance », dit sévèrement le médecin. « Il faut que tu me dises qui t'a fait ça. » Il ne faisait que passer en ville. Il est parti maintenant et je ne sais pas où il estimait aide. Connais-tu même son nom ou d'où il vient? Lorsque Sarah resta silencieuse, le médecin soupira. Giuliano et Rebecca étaient inquiets pour leur fille et elle semblait obsédée par le bébé, tricotant des pulls et des chaussons en laine. Les bonnets décorés ornaient la chambre. Son seul centre d'intérêt était le bébé qu'elle attendait. Le bébé de Sarah décida d'arriver bien plus tôt que prévu. Elle donna naissance à un garçon au 8e mois. Depuis le début du travail jusqu'à la naissance du bébé, les parents de Sarah restèrent à l'hôpital, ne partant qu'une fois que tout allait bien. Rebecca priait. « Arrête de te plaindre », interrompit rudement Giuliano. « Au moins, elle n'aura plus un ventre qui la déshonore, donnant aux voisins des ragots à dire et nous embarrassant. » Lorsque le médecin sortit pour parler aux parents, tous deux s'approchèrent d'elle avec anxiété. « Comment va notre fille, docteur ?» demanda Rebecca, inquiète. « Votre fille a accouché, » dit le médecin. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Giuliano la saisit par le coude et l'emmena à l'écart. « Je dois vous parler d'urgence, » insista-t-il, son expression déterminée empêchant le médecin de protester. « Très bien, venez dans mon bureau, » répondit-elle. Rebecca voulut les suivre, mais son mari l'arrêta. « Attends ici, » dit-il. « Je reviens tout de suite. » Elle sentait les regards des voisins sur elle. Bien sûr, tout le monde ne la regardait pas avec mépris. Certaines femmes qui poussèrent des poussettes baissèrent les yeux et détournèrent leur regard en la voyant. Elle craignait d'imaginer ce que la jeune femme, qui avait perdu son enfant, devait ressentir. Elle craignait même de se mettre un instant à sa place, ayant des bébés en bonne santé dans leurs poussettes. 2 ans avaient repassé, et la mère de Sarah espérait que l'âme de sa fille guérirait peu à peu et qu'elle redeviendrait elle-même. Mais il semblait que quelque chose en elle s'était irréparablement brisé. Après avoir obtenu son diplôme, la jeune fille trouva un emploi dans un supermarché, ne montrant aucun intérêt à poursuivre ses études. Son père buvait désormais tous les soirs. En rentrant du travail, il s'asseyait à la table de la cuisine, réclamant une bouteille et un verre. Rebecca achetait automatiquement de l'alcool après le travail pour éviter sa colère s'il n'y avait rien à boire à la maison. « Giuliano, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ruines-tu ta santé ?» lui demandait-elle. « Tais-toi, idiote !» répondait rudement Giuliano. « Ça anesthésie mon péché, mon pauvre péché. » Sa femme, par obligation, versait la boisson amère dans son verre. Encore 2 ans passèrent et ce samedi soir ressemblait à tant d'autres. Giuliano se détendait dans la cuisine avec une bière, tandis que Rebecca cuisinait. Leur fille Sarah allait bientôt rentrer du travail et aurait besoin d'être nourrie. « Giuliano, peut-être qu'il est temps d'arrêter de boire. Tu pourrais regarder la télé, » suggéra Rebecca. « Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarder des feuilletons, des bêtises. Dis-moi, notre fille va-t-elle pleurer le bébé pour toujours? Elle devrait déjà être mariée. Depuis combien de temps est-elle un fardeau pour nous? » « Elle n'est pas un fardeau pour toi. Elle gagne son propre argent, » rétorqua Rebecca. « Je sais, mais une femme a besoin d'un homme, sinon elle sera complètement perdue, » insista-t-il. « Calme-toi, elle a traversé tellement de choses. Dieu nous en préserve, tu n'as pas pitié d'elle? » Rebecca mit un couvercle sur la casserole et éteignit la cuisinière. « Quelle est pitié? Toutes les femmes sont pareilles, » railla Giuliano. Le bruit de la porte qui s'ouvrait résonna dans le couloir. Quelques instants plus tard, Sarah apparut dans la cuisine. Mais l'homme à ses côtés semblait avoir environ 10 ans de plus. « Maman, papa, voici Paolo. Nous prévoyons de vivre ensemble, » annonça Sarah, laissant ses parents stupéfaits. « Bonjour », les salua l'homme. Rebecca et Giuliano étaient choqués, leur regard passant de Sarah à Paolo. Ils ne s'attendaient pas à un tel coup de la part de leur fille. Rebecca avait supposé que Sarah ne fréquentait personne et ne prévoyait certainement pas de se marier. « Eh bien, parfait. » Giuliano tendit la main au jeune homme. « Viens, assieds-toi à table. Rebecca, mets la table et prends un autre verre pour notre invité. Parlons. » La famille se rassembla pour dîner.
Rebecca posa les plats sur la table, servant des pâtes et des boulettes de viande, puis s'assit. Sarah mangeait en silence, les yeux baissés, apparemment indifférente à tout ce qui se passait autour d'elle. « Bon, portons un toast à cette rencontre. » Le père leva son verre et Paolo l'imita, avalant son verre d'un trait. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble » demanda Giuliano. « Depuis 1 semaine, » répondit Sarah, jouant avec sa nourriture. « Pas longtemps, je dois l'admettre. » Giuliano se gratta le cou et remplit les verres. « Et vous avez décidé de vous marier ?»« Non, nous n'aurons pas de mariage, » répondit sa fille. « Pourquoi pas ? Nous avons décidé que ça ne valait pas la peine de dépenser de l'argent pour un mariage inutile, » intervint Paolo. « Ça n'a aucun sens de rassembler une foule de gens inutiles. » Et tu penses qu'il est acceptable de se marier sans une cérémonie digne de ce nom? C'est ce que tu penses, rétorqua Giuliano, de plus en plus irrité. Absolument, répondit Paolo en prenant une autre gorgée. Regarde, Rebecca, ce qu'ils font, continua le père, désormais bien ivre, indigné. On va se moquer de moi à l'usine parce que j'aurais marié ma fille sans inviter mon équipe. Tu peux inviter tes collègues et fêter notre future vie heureuse avec eux, répondit Paolo. Bois un coup et mange avec eux. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Qui sont-ils pour nous? Giuliano observa son futur gendre avec attention, puis frappa du poing sur la table, faisant trembler les plats et renverser le verre vide de Paolo. « C'est moi qui décide ce qui est important et ce qui ne l'est pas !» cria-t-il. « Calme-toi, Giuliano !» supplia Rebecca, réalisant qu'une grosse dispute, voire une bagarre, pouvait éclater à cause de cette étincelle de colère. Giuliano prit une autre gorgée, se calmant un peu avant de poursuivre la conversation. « Et où comptez-vous vivre ?»« Paolo a son propre appartement d'une chambre. Ce sera suffisant pour nous, » répondit Sarah. Son ton était dépourvu d'émotion et elle resta indifférente à la désapprobation de son père, servant calmement du thé aux hommes. « Vous feriez mieux de boire votre thé ou vous finirez tous les deux complètement ivres, » dit-elle. « Très bien, le logement est réglé, » approuva l'homme. « Où travailles-tu ?»« Pas dans une usine, non. Désolé, ce n'est pas pour moi, » répondit Paolo. Je possède une petite boutique de vêtements au marché. J'achète bon marché dans la capitale et je revends à un prix plus élevé ici. Donc, tu es un commerçant, interrompit Giuliano. Pourquoi devrais-je être un commerçant? Protesta Paolo. Je suis un entrepreneur. C'est pareil, balaya Giuliano d'un geste de la main. Il se tut un moment, puis demanda d'un ton plus paisible. Est-ce que vous êtes amoureux ou quoi? Giuliano. L'amour n'est plus la chose la plus importante de nos jours, répondit Paolo. Ce qui compte, c'est la confiance, le soutien et la stabilité financière entre un mari et une femme. Avant, les filles se mariaient sans amour et parvenèrent tout de même à construire des familles solides et prospères. Ne raconte pas de bêtises, répliqua Giuliano en pointant un doigt. Dans le temps, les parents choisissaient les conjoints. Mais toi, tu débarques de nulle part. Nous ne savons rien de vous, et pourtant, vous attendez de nous que nous vous remettions notre fille. Paolo s'adossa à sa chaise et sourit ironiquement. Posez toutes les questions que vous voulez. Je répondrai à toutes vos questions. Dehors, il faisait déjà nuit. La lumière tamisée de la cuisine éclairait à peine le petit salon exigu où Sarah se tenait, appuyée contre le mur, les bras croisés sur sa poitrine. Elle sentait le poids de la journée peser sur elle. Mais la tension dans la pièce était encore plus lourde. Son père était affalé à la petite table de la salle à manger, les doigts agrippant faiblement un verre de whisky à moitié vide, tandis que Paolo, son mari, était assis en face de lui, les yeux vitreux, mais attentifs, sirotant son propre verre. Les deux hommes parlaient depuis des heures, bien que la conversation ait depuis longtemps dérivé du bavardage décontracté à quelque chose de plus sérieux, son avenir. Les yeux de Sarah passaient de l'un à l'autre, tandis qu'elle écoutait leurs mots, à la fois familiers et étrangers. « Faites ce que vous voulez », marmonna finalement son père, sa voix épaissie par l'alcool et la résignation. Sa main fit un geste vague dans l'air, comme pour balayer la gravité de ceux qu'il disait. « Vis ta vie, Paolo. Je vois que tu penses comme un homme d'affaires. » Les mots restèrent en suspens, lourds et dissonants. Le front de Paolo se plissa, mais il ne dit rien. Son entreprise avait échoué et Sarah savait à quel point cet échec l'avait affecté. Le commentaire de son père, censé être un compliment,
résonnait creux, comme si chacun dans la pièce faisait semblant de ne pas voir les fissures qui se formaient entre eux. Sarah déglutit, la gorge serrée par l'amertume qu'elle avait tant essayé de réprimer. Son père avait toujours pris le parti de Paolo depuis leur mariage, lui parlant comme s'il était une sorte de sauveur pour elle, une solution à un problème dont elle n'avait même pas conscience. Mais maintenant, en les voyant tous deux se noyer dans l'alcool, elle en ressentait toute l'absurdité. Paolo n'était pas un sauveur. Il était tout aussi perdu qu'elle, sinon plus. Dehors, le vent se levait, faisant bruisser les feuilles accrochées aux arbres. Le son du monde en mouvement semblait lointain, comme quelque chose qui arrivait à quelqu'un d'autre. À l'intérieur, la conversation continuait, mais Sarah n'écoutait plus. Au lieu de cela, elle regardait par la petite fenêtre, ses pensées dérivant vers les possibilités qui se trouvaient au-delà de la lueur diffuse de la cuisine. Peut-être y avait-il un autre chemin, une autre vie qui l'attendait, une vie qui ne serait pas dictée par les caprices d'hommes perdus dans leurs propres échecs et regrets. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là, silencieuse, tandis que le monde tournait sans elle. 1 mois plus tard, Sarah et Paolo se marièrent, et Giuliano déclara fièrement à sa femme « Maintenant, plus personne ne pourra dire que ma fille est une femme légère. C'est une femme mariée, maintenant. » Le soulagement de Giuliano était palpable, bien que sa déclaration porte un sous-texte de fierté désuète, comme si l'institution du mariage pouvait effacer le passé. Rebecca, quant à elle, ne savait pas quoi ressentir. Elle aimait sa fille, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que la décision de Sarah de se marier avec Paolo était précipitée et réactive, une tentative désespérée de fuir la douleur qui la hantait depuis la perte de son enfant. Elle craignait que cette union ne soit davantage une fuite d'une vie qu'une véritable embrassade d'une autre. Pendant ce temps, loin de l'histoire de Sarah, Arthur était assis à son bureau, réfléchissant à sa prochaine action. Quelques instants plus tôt, il avait terminé un appel avec un directeur de l'orphelinat. Demandez au directeur d'attendre. Pour n'importe quoi, je vous rappellerai plus tard, avait dit Arthur, sa voix calme, mais son esprit en ébullition. D'accord, j'attendrai votre appel, avait répondu le directeur avant que la ligne ne soit coupée. Arthur se renversa dans sa chaise, les doigts tapotant légèrement le bord du bureau. Sa famille avait discuté d'adoption de manière intermittente pendant des années, mais maintenant, cela semblait plus pressant que jamais. Anna, sa femme, avait désiré un enfant pendant une décennie. Pourtant, elle était catégorique sur le fait de vouloir un nouveau-né, pas un enfant en bas âge, et encore moins un garçon de tout an qui aurait déjà développé des traits et des habitudes au cours de ses premières années. Elle voulait modeler un bébé dès le début, et non pas s'adapter à une personnalité déjà établie. Néanmoins, Arthur ne pouvait oublier les mots du directeur. Le garçon, bien que âgé de seulement 2 ans, avait beaucoup de potentiel. Il était décrit comme intelligent, curieux et bienveillant, même si sa santé était un peu fragile. Ce n'était pas l'image d'un nouveau-né qu'Anna avait imaginé, mais Arthur ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être cet enfant était destiné à faire partie de leur vie. Malgré les hésitations d'Anna, Arthur prit soin de ranger tous les documents dans le coffre-fort, verrouillant les papiers qui retraçaient la brève histoire du garçon. Il y avait encore du temps pour décider, se disait-il. Ce n'était pas encore un oui ou un non. Il devait en discuter. Et Arthur n'était pas prêt à en parler à Anna pour l'instant. Il savait que toute conversation sur l'adoption devrait être menée avec délicatesse, compte tenu de l'attachement émotionnel d'Anna à l'idée d'avoir un enfant biologique. Se détachant de son bureau, Arthur se leva et se dirigea vers la salle de réception. Il avait une réunion dans 15 minutes, mais son esprit était loin des affaires en cours. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la vie qu'il pourrait offrir à ce garçon s'il franchissait le pas. Pendant ce temps, Anna était assise dans son atelier, façonnant l'argile sur le tour de potier. Le mouvement répétitif apaisait ses nerfs, mais en dessous, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir. Elle savait qu'Arthur était distant ces derniers temps, même s'il n'en avait pas beaucoup parlé. La question de l'adoption, autrefois une idée timide, semblait peser de plus en plus lourdement dans l'air. Elle n'était pas certaine d'être prête à ouvrir son cœur à un enfant qui n'était pas le sien, mais la pression montait. Ils vieillissaient et le temps leur échappait. Dans le calme de l'atelier, Anna se remémora une conversation qu'elle avait surprise entre Arthur et un ami il y a quelques mois. Ils avaient discuté des défis de l'adoption,
Mais Arthur s'était montré étonnamment ouvert à l'idée, plus qu'Anna ne l'avait réalisé à l'époque. Elle se demanda s'il lui cachait quelque chose, avançant peut-être dans des plans pour lesquels elle n'était pas encore prête. Tandis que le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre, Anna essuya ses mains sur son tablier et se leva, déterminée à affronter le problème. Elle aimait Arthur, mais elle ne pouvait plus faire semblant que leurs désirs s'alignaient parfaitement lorsqu'il s'agissait de fonder une famille. De retour dans la salle de réception, Arthur fut tiré de ses pensées lorsque son assistante lui rappela sa réunion imminente. Il acquiesça distraitement et entra dans la salle de conférence, son esprit toujours tourbillonnant avec la possibilité de ce qui pourrait être. Il se résolut à parler à Anna ce soir-là, même si cela risquait de bouleverser l'équilibre délicat qu'ils avaient maintenu pendant des années. Ce soir-là, alors qu'ils s'assirent pour dîner, Arthur se racla la gorge, se préparant à aborder le sujet. Anna, sentant le poids de CE qui allait venir, leva les yeux de son assiette, le cœur déjà battant. « Anna, » commença Arthur, « j'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps que l'on reparle de l'adoption. » Anna ne répondit pas immédiatement, mais son expression lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Cette conversation était loin d'être terminée. « Je ne serai pas au bureau aujourd'hui. Annulez tous mes rendez-vous, » dit fermement Arthur avant de raccrocher. Sa voix portait un poids inhabituel, qui laissait deviner bien plus qu'une simple perturbation de son emploi du temps. Il n'avait jamais été du genre à quitter le travail en plein milieu de la journée. La dévotion et la routine étaient des marques de sa vie. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose avait changé. En arrivant dans l'allée de leur maison, la vue familière d'Anna qui l'attendait dehors lui apporta à la fois du réconfort et un étrange sentiment de malaise. Elle leva les yeux du jardin où elle s'occupait de quelques fleurs de fin de saison et remarqua immédiatement la tension dans sa posture. Arthur, habituellement calme et posé, semblait visiblement troublé. Anna s'approcha de lui, mêlant curiosité et inquiétude. Elle lui prit la main lorsqu'il descendit de la voiture, sentant la fermeté de sa prise, comme s'il s'accrochait à elle pour se soutenir. « Arthur, est-ce qu'il y a un problème au travail ?» demanda-t-elle doucement, en l'entourant de ses bras dans une étreinte chaleureuse. Son corps paraissait plus lourd que d'habitude, comme s'il portait un fardeau invisible. Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il pressa son visage contre son épaule, inhalant le parfum réconfortant de son eau de toilette, s'ancrant dans sa présence. Anna recula légèrement, juste assez pour plonger son regard dans le sien, cherchant des réponses. « Pourquoi es-tu rentré si soudainement ?» demanda-t-elle à nouveau. Son ton doux, mais persistant. Arthur soupira profondément, passant une main dans ses cheveux, alors qu'il s'appuyait un instant contre la voiture. « Ce n'est pas le travail, » finit-il par dire. Sa voix plus basse maintenant, comme s'il luttait pour trouver les bons mots. « J'avais besoin de te parler. » Le cœur d'Anna manqua un battement. En toutes leurs années ensemble, elle ne l'avait jamais vu comme ça. Arthur avait toujours été celui sur qui on pouvait compter, le roc qui maintenait tout ensemble quand la vie devenait imprévisible. Et maintenant, il semblait que quelque chose s'était effondré sous la surface. « Entrons », suggéra Anna, sa voix empreinte de la même solidité qu'Arthur lui offrait habituellement. Elle prit sa main et le guida à l'intérieur de la maison, son esprit tourbillonnant de possibilités. Aucune d'entre elles n'était rassurante. Une fois à l'intérieur, ils s'assirent dans le salon, un espace qui avait toujours été leur refuge, l'endroit où ils pouvaient échapper au chaos du monde. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, projetant une douce lueur sur les meubles familiers. Mais aujourd'hui, même le confort de leur maison ne pouvait dissiper la tension qui avait suivi Arthur. Anna s'assit à côté de lui, assez près pour que leurs genoux se touchent, attendant patiemment qu'il parle. Elle savait qu'il ne fallait pas le brusquer. Arthur prenait toujours son temps lorsque quelque chose pesait sur lui. Elle l'observa fixer le sol, la mâchoire serrée, les mains agitées, une rareté pour un homme habituellement si posé. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Arthur leva les yeux, croisant son regard. « Anna !» commença-t-il, sa voix basse mais stable. « Tu te souviens quand on a parlé d'adopter un enfant ?» Le souffle d'Anna se coupa. La conversation qu'ils avaient eue un jour sur la possibilité de fonder leur famille autrement ne l'avait jamais vraiment quitté, mais cela faisait des années qu'ils n'en avaient pas reparlé sérieusement. La vie avait pris le dessus, comme c'est souvent le cas.
Leur carrière, les complications du quotidien, avaient relégué ce rêve au second plan. « Bien sûr, je m'en souviens », répondit Anna prudemment, incertaine de la direction que cela prenait. « Pourquoi en reparles-tu maintenant ?» Arthur avala avec difficulté, son regard vacillant un instant avant de continuer. « J'ai reçu un appel aujourd'hui de l'agence. Il y a un enfant, un garçon, 2 ans. Ils disent qu'il est intelligent, en bonne santé et qu'il a besoin d'une famille. » Le cœur d'Anna s'emballa. Elle ne s'y attendait pas. « Un garçon de 2 ans ?» répéta-t-elle, sa voix à peine un murmure. Des images d'un enfant envahirent son esprit, souriant, jouant, grandissant sous leurs soins. Mais une hésitation subsistait. Elle avait toujours imaginé adopter un nouveau-né, quelqu'un qu'il pourrait élever dès le début, sans histoire ni souvenir en dehors de leur famille. Arthur sembla lire dans ses pensées. « Je sais, » dit-il doucement. « On a toujours parlé d'un bébé. Mais Anna, ce garçon, il a besoin de nous. Et quelque chose en moi, quand j'ai entendu parler de lui, je n'ai pas pu me défaire de l'idée que nous avions besoin de lui aussi. » Anna se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le jardin sur lequel elle travaillait quelques instants avant l'arrivée d'Arthur. Les fleurs, éclatantes et pleines de vie, semblaient si simples comparées à la complexité de ceux qu'on lui demandait maintenant. Pourrait-elle ouvrir son cœur à cet enfant? Pourrait-il changer le cours de leur vie si soudainement? Elle se tourna vers Arthur, qui la regardait avec une expression à la fois pleine d'espoir et d'incertitude. « Quand pourrions-nous le rencontrer ?» demanda-t-elle, sa voix plus stable maintenant, bien que son esprit soit encore envahi de doutes. « Dès que nous serons prêts, » répondit Arthur, se levant pour la rejoindre près de la fenêtre. « Et je ne veux pas te presser. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. » Anna prit une profonde inspiration, ses pensées s'accélérant. L'idée d'un enfant, de devenir parent, était bouleversante. Mais alors qu'elle se tenait là, aux côtés d'Arthur, elle comprit que c'était peut-être leur chance, leur occasion de devenir une famille d'une manière inattendue. Elle se tourna vers lui, sa décision se formant encore mais se renforçant à chaque seconde qui passait. « Je ne sais pas si je suis prête, » admit-elle, « mais je pense qu'on devrait le rencontrer. » Arthur hocha la tête, soulagé. « Nous prendrons les choses étape par étape, » dit-il en la serrant dans une étreinte forte. « Nous le rencontrerons et nous trouverons ensemble notre chemin. » Anna posa sa tête sur l'épaule d'Arthur, son esprit encore agité mais son cœur commençant à se calmer. Ils avaient toujours été une équipe, et maintenant, il semblait qu'ils allaient entreprendre ensemble le voyage le plus important de leur vie. « En fait, j'ai des nouvelles urgentes à te communiquer, » répondit-il. « Allons à l'intérieur. » Arthur guida sa femme jusqu'à la porte, bras dessus, bras dessous, son expression tendue mais douce. Le soleil se couchait dehors, projetant une lumière chaude à travers les fenêtres, mais l'atmosphère suggérait quelque chose de plus sérieux qu'une simple conversation du soir. Ils s'installèrent dans les fauteuils moelleux du salon, une pièce où ils avaient souvent partagé leurs rêves, remplis de chaleur et d'amour. Eliana, leur gouvernante et confidente, apparut avec un plateau, déposant 2 tasses de thé fumante sur la table devant eux. Elle se déplaçait discrètement, ressentant la gravité du moment, puis les laissa seuls. Les yeux d'Anna ne quittaient pas Arthur. Il y avait dans ses gestes une hésitation qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et son cœur commença à battre un peu plus vite à mesure qu'elle anticipait ce qui allait venir. « Dis-moi, n'as-tu pas renoncé à l'idée d'adopter un enfant ?» demanda doucement Arthur, sa voix empreinte d'un mélange d'espoir et d'inquiétude. Ses yeux scrutèrent son visage avec attention, comme s'il se préparait à sa réaction. Anna cligna des yeux, momentanément prise au dépourvu. Cela faisait des années qu'ils n'avaient pas parlé d'adoption. L'idée avait persisté dans leur cœur après de longues et douloureuses discussions sur leur incapacité à avoir plus d'enfants. La joie que Tarcisio avait apportée dans leur vie avait rendu la maison plus animée. Mais Anna savait au fond d'elle qu'il restait un vide, un désir inavoué entre eux. « Je n'ai pas renoncé, » avoua-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. « Je pensais juste qu'après tout ce qui s'est passé, nous avions décidé de laisser tomber. » Arthur hocha lentement la tête comme s'il s'attendait à sa réponse.
Sa main traversa la table, se posant doucement sur celle d'Anna. Je pensais la même chose, mais quelque chose s'est passé aujourd'hui. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Le cœur d'Anna fit un bond. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, sa voix tremblant d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Arthur prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées avant de parler. « J'ai reçu un appel d'une assistante sociale aujourd'hui. Il y a une petite fille, Pénélope. Elle a 3 ans, un peu plus âgée que Tarcisio quand il est entré dans nos vies. Ces circonstances sont compliquées, Anna. Elle a perdu ses 2 parents récemment. L'assistante sociale pense qu'elle serait un bon match pour nous. » Anna ressentit un soudain flot d'émotions, son cœur se gonflant à la fois d'excitation et de peur. « Une petite fille ?» répéta-t-elle, les mots lui restant dans la gorge. Elle imagina une petite silhouette courant dans les couloirs de leur maison. Un autre enfant à chérir et à aimer. Mais ensuite, les doutes surgirent. « Arthur, penses-tu que nous sommes prêts ? Après tout ce qui s'est passé avec Tarcisio. Et si elle ne s'intégrait pas ? Et si c'était trop pour nous ?» Arthur serra doucement sa main, ses yeux doux et rassurants. « J'y ai pensé aussi, mais Anna, nous avons construit un foyer pour Tarcisio. Nous lui avons donné de l'amour et il nous a tant donné en retour. Nous ne savions pas si nous étions prêts pour lui non plus, mais regarde-nous aujourd'hui. Nous sommes une famille. Nous pouvons le refaire. Si tu le veux bien. » Le regard d'Anna se tourna vers la fenêtre où les derniers rayons du soleil caressaient le jardin à l'extérieur. L'idée d'accueillir un autre enfant dans leur vie était bouleversante, mais elle faisait également naître en elle quelque chose de profond, un sentiment de but, d'accomplissement. Pénélope, ce nom restait dans son esprit, apportant avec lui un espoir discret. Elle se tourna de nouveau vers Arthur, leurs regards se rencontrant. « Rencontrons-la », chuchota-t-elle, sa voix tremblante sous le poids de sa décision. « Voyons si nous pouvons lui offrir le foyer dont elle a besoin. » Arthur sourit, un mélange de soulagement et de gratitude se lisant sur son visage. « Merci, Anna. Je savais que tu comprendrais. » Alors qu'ils restaient assis dans le calme et le confort de leur salon, les possibilités de leur avenir se déroulant devant eux, Anna ne put s'empêcher de ressentir que c'était peut-être le prochain chapitre de leur histoire, une nouvelle chance de remplir leur maison de vie et d'amour. Et cette fois, elle venait sous la forme d'une petite fille nommée Pénélope. « Arthur, tu es rentré en pleine journée de travail pour me demander cela ?» Les yeux d'Anna montrèrent de la confusion et de la surprise. On aurait pu en parler ce soir. « Non, on ne pouvait pas, » répondit Arthur. « Anderson a appelé. Il y a un garçon à l'orphelinat. Il dit que le garçon est intelligent et beau. » « Mon Dieu, Arthur, il y a toujours un garçon intelligent et beau dans chaque orphelinat, » s'exclama Anna. « Tu sais, quand Anderson m'a dit que le directeur de l'orphelinat voulait nous rencontrer, mon cœur a commencé à battre la chamade. J'étais excité et j'ai voulu t'en parler. Il y a une famille à la campagne qui veut l'adopter. C'est une région rurale où il ne recevra pas une bonne éducation ni d'opportunités. Que peuvent-ils lui offrir ? Mais nous voulions un bébé Arthur, répondit Anna. Un garçon de Touin, c'est encore très jeune. Nous pouvons l'élever comme notre propre enfant et il ne saura jamais qu'il a été adopté. Anna se leva et marcha vers la fenêtre, son regard tombant sur la pelouse du jardin où elle imaginait son fils et Arthur jouant. « Quand devons-nous partir ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Dès que possible, » répondit son mari. « Je vais appeler l'aéroport et réserver les billets. » Le lendemain matin, ils étaient en route pour rencontrer le garçon qui pourrait devenir leur fils. 5 heures plus tard, Anna et Arthur, nerveux, étaient assis dans le bureau du directeur de l'orphelinat. « Ne vous inquiétez pas, Madame Lacerda. Le garçon sera amené sous peu. Souhaitez-vous du thé ou du café en attendant ?» Les invités de la capitale refusèrent, impatients de rencontrer l'enfant. « Permettez-moi de vous parler un peu de Tarcisio », commença le directeur, sortant le dossier de l'enfant du cabinet. Sa mère de 16 ans a signé un abandon juste après sa naissance. Il est né prématuré. Je ne comprendrai jamais comment on peut abandonner son propre enfant, qu'on a porté dans son ventre si longtemps, dit Anna tristement. Les situations varient, Madame Lacerda, répondit le directeur. Tout le monde n'est pas prêt à être mère. Dans ces cas-là, il vaut mieux que des étrangers élèvent l'enfant plutôt qu'une mère angoissée. À ce moment-là, une enseignante entra dans le bureau, tenant le garçon par la main.
Il traînait une petite voiture en jouet accrochée à une ficelle derrière lui. Les Lacerda observèrent le petit garçon blond aux beaux yeux bleus. Tarcisio ressemblait à un personnage tout droit sorti d'un livre pour enfants. « Bonjour, comment tu t'appelles » demanda Anna, s'agenouillant à ses côtés. « Tarcisio » répondit le garçon sans crainte de la femme inconnue. « Je m'appelle Anna Lacerda et voici mon mari Arthur » se présenta-t-elle en jetant un coup d'œil à son mari. « Quel âge as-tu, Tarcisio » demanda Anna. Tarcisio tendit la main, ouvrit 2 doigts et annonça fièrement « 2 !» Les adultes présents rirent devant l'assurance de l'enfant qui déclarait fièrement son âge. Tarcisio s'avança ensuite et offrit sa voiture en jouet à Anna. « Tu aimes jouer avec les voitures » demanda-t-elle. « Oui !» répondit Tarcisio avec enthousiasme. « Tu voudrais aller dans un endroit avec beaucoup plus de voitures et elles seraient toutes à toi » demanda-t-elle. Le garçon hocha la tête directement et avec assurance, malgré les adultes qui l'observaient attentivement. Anna se surprit à penser que si elle avait rencontré Tarcisio dans d'autres circonstances, elle n'aurait jamais deviné que sa mère l'avait abandonné et qu'il avait grandi dans un orphelinat. Lorsque Tarcisio fut emmené, Arthur et Anna échangèrent d'effrayants des regards. Durant leur tenant de mariage, leurs opinions avaient toujours coïncidé. Et c'était le cas encore maintenant. Les yeux d'Arthur semblaient dire « C'est notre garçon », tandis que ceux d'Anna répondaient « Nous l'aimerons plus que la vie elle-même ». À leur retour à la maison, ils commencèrent à préparer l'adoption. Arthur demanda à son avocat de rassembler et traiter tous les documents nécessaires, tandis qu'Anna débordait d'anticipation à l'idée d'avoir enfin un enfant. « Eliana, ordonna-t-elle, nettoyez la chambre à côté de la nôtre aujourd'hui. Faites enlever tous les meubles. On va tout acheter neuf. Nettoyer et laver tout. Nous devons terminer les rénovations rapidement. Ce sera la chambre de Tarcisio. »« D'accord, Madame Lacerda, je m'occupe de tout. » répondit Eliana. Le lendemain, une équipe de réparateurs s'activait dans la chambre des enfants. Anna était dans le salon avec l'un des meilleurs designers d'intérieur de la capitale. Le jeune homme, vêtu d'un élégant manteau par-dessus une queue de cheval, présentait des designs potentiels. Anna avait contacté le designer la veille, lui demandant un projet rapide pour décorer la chambre des enfants. Après avoir travaillé toute la nuit, il présentait maintenant ses propositions avec fierté, bien que nerveusement. « J'aime celui-ci », dit Anna en pointant un design avec un lavabo de style romain et des murs bleu-neige. « Excellent choix. Beaucoup de lumière, d'espace et d'air », répondit le designer. « Cependant, tous les meubles ici sont faits sur mesure, ce qui prendra un peu de temps, » avertit le designer. « Combien de temps avez-vous besoin ?» interrompit Anna. « Je pense environ 1 mois. Je vous donne 2 semaines. Tout doit être prêt d'ici là. »« Compris », répondit le designer, bien que sa voix trahissait un manque de confiance. 2 semaines plus tard, Arthur se rendit dans la ville de montagne pour aller chercher Tarcisio, tandis qu'Anna était à la maison, agitée d'inquiétude. Et s'ils ne s'entendèrent pas, lorsqu'Arthur appela de l'aéroport pour confirmer que le volume avait atterri et qu'ils étaient en route vers la maison, Anna se rendit dans le jardin. Il était festivement décoré de ballons et de lanternes. Une grande Jeep rouge à batterie et un tricycle nommé Anna trônèrent fièrement sur la pelouse. « Pensez-vous que Tarcisio va aimer ?» demanda Anna à Eliana, la jeune fille. « Ne vous inquiétez pas, Madame Lacerda. Vous et Monsieur Lacerda serez les meilleurs parents du monde. Ne vous inquiétez pas. Attendez simplement. » L'attente de l'arrivée de son mari et de Tarcisio parut interminable. Enfin, la voiture d'Arthur entra dans la cour. Anna s'approcha de son mari et du garçon qu'Arthur tenait par la main. « Bonjour, Tarcisio. Tu te souviens de moi ?» demanda Anna. « Oui, » répondit le garçon en hochant la tête. « Tu es ma gentille. » La femme serra l'enfant dans ses bras, les larmes aux yeux. À ce moment-là, elle sentit qu'elle embrassait son bonheur et qu'elle était prête à tout faire pour que Tarcisio ait une enfance remplie de souvenirs merveilleux. Le garçon s'intégra à la famille avec une étonnante facilité. Il n'était jamais capricieux, toujours curieux et participait volontiers à toutes les activités auxquelles les adultes étaient impliqués. Il restait souvent avec Eliana dans la cuisine, où elle préparait de délicieuses crêpes en forme de pâtisserie et cuisait des tartes aux pommes. Dans le jardin, Tarcisio incluait le gardien et le jardinier dans « C'est et je ». Il conduisait audacieusement sa Jeep le long des allées, poursuivant les papillons qui volèrent autour.
En hiver, une patinoire était installée sur la pelouse pour Tarcisio. Arthur et Anna lui apprirent à patiner. Ensuite, ils savouraient tous ensemble un thé chaud avec de délicieux biscuits aux amandes. Le couple était heureux. Ils avaient trouvé ce qui manquait à leur vie. Lorsque Tarcisio appela Arthur « papa », l'homme ne put cacher ses larmes de joie. Il prit le garçon dans ses bras, courut autour du jardin et n'arrêtait pas de demander à Tarcisio de l'appeler « papa » encore. 3 ans plus tard, la famille célébra le 5e anniversaire de Tarcisio. Ils invitèrent des enfants, des familles et de leurs amis et partenaires pour un joyeux pique-nique dans le jardin, décoré de ballons. Des clowns divertirent les enfants, tandis qu'une pile de boîtes cadeaux colorées s'agrandissait sur la véranda à chaque nouvelle arrivée. Tarcisio était rayonnant et Anna et Arthur accueillaient gracieusement les invités, qui ne cessaient de louer leur merveilleux fils. Du champagne et des amuse-bouches furent servis, et des feux d'artifice illuminèrent le ciel au-dessus du jardin Lacerda à la fin de la fête, pour le plus grand plaisir des jeunes invités. Après la fête, Arthur conduisit lui-même Tarcisio au lit. Avant de s'endormir, Tarcisio fit promettre à son père de l'aider à déballer les cadeaux le lendemain. Après avoir couché son fils, Arthur descendit au salon, où Anna était assise, se massant les tempes. « Tu ne te sens pas bien, ma chérie ?» demanda Arthur. « J'ai mal à la tête et je me sens étourdi, » répondit Anna. « J'ai probablement bu plus de champagne que je n'aurais dû. Je crois que j'étais trop excitée. »« Tu es sûr ? Je vais prendre un médicament et aller me coucher. Ça ira mieux demain matin. Allons nous coucher. » Cependant, Anna ne se sentit pas mieux le matin. Arthur laissa de côté toutes ses affaires et emmena sa femme à l'hôpital. Ce serait un jour dont il se souviendrait pour le reste de sa vie. Le médecin de famille gronda Arthur avec une expression mystérieuse. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda Arthur. « Est-elle malade ?»« Pas du tout », sourit le médecin. « Elle est en parfaite santé, juste un petit peu enceinte. » Arthur ne comprit pas immédiatement les paroles du médecin. Il regarda le médecin comme s'il était un fantôme apparu au milieu de la nuit pour le troubler. « Un petit quoi ?» demanda Arthur. « Monsieur Lacerda, votre femme est enceinte de 5 ou 6 semaines, mais nous devons faire un examen plus approfondi. » Quand Anna sortit du cabinet du médecin, elle s'approcha de son mari et le regarda attentivement dans les yeux. « Mon amour, Dieu nous a récompensés pour avoir donné du bonheur et une famille à Tarcisio. Maintenant, il aura un petit frère ou une petite sœur. » 8 mois plus tard, la famille Lacerda accueillit une fille, qu'ils nommèrent Pénélope. Il essaya d'attirer son attention et la complimentait souvent. Un jour, il l'invita à se promener après le travail, et à sa grande surprise, elle accepta. Pendant la promenade, Polo tenait une conversation animée, tandis que Sarah écoutait principalement, offrant des réponses brèves. Ils commencèrent à se voir de temps en temps, surtout quand Polo pouvait raccompagner Sarah chez elle après le travail. Un jour, alors qu'il se disait au revoir à sa porte, Paolo dit à Sarah « C'est facile pour moi d'être avec toi. Vivons ensemble, comme frères et sœurs, comme voisins, ou peut-être comme mari et femme. » Sarah demanda sarcastiquement « Quelle option préfères-tu ?»« Pourquoi dis-tu ça? Tu sais ce que je veux dire, » répondit Paolo, quelque peu offensé que ces paroles ne soient pas prises au sérieux. « Allez, ne sois pas vexé, » dit Sarah. Peu après, ils se présentèrent aux parents de la jeune fille et 1 mois plus tard, ils se marièrent. Vivre avec Polo apporta d'abord de la joie à Sarah. Ils s'amusaient ensemble, sortaient toujours, allaient au cinéma et profitaient du temps en nature. Bientôt, Sarah quitta son travail au supermarché pour travailler dans la boutique de Paolo. Pourquoi payer une vendeuse quand tu peux vendre toi-même les vêtements? Tout l'argent reste à la maison, persuada Paolo. Sarah céda à ses appels, mais elle le regretta l'hiver suivant, lorsque de fortes gelées la forcèrent à s'emmitoufler et se couvrir de châles pour éviter de geler en restant toute la journée dans un magasin mal chauffé. « Attends un peu, économisons de l'argent et louons un espace dans un centre commercial », la persuada Polo. Cependant, Sarah avait l'impression que l'hiver ne finirait jamais et qu'il n'économiserait jamais assez d'argent. « Prends quelque chose pour te réchauffer », proposa une voisine qui vendait des vêtements pour femmes dans le magasin d'à côté, en lui tendant une bouteille avec une boisson forte. « Prends une gorgée, tu te sentiras immédiatement au chaud. » C'est ainsi que Sarah commença à apporter la même bouteille au travail.
Un jour après le travail, elle trouva son mari Paulo dans la cuisine, avec seulement une bouteille de whisky et un verre sur la table. L'homme la regarda avec un regard trouble et frappa du poing sur la table, effrayant Sarah. « Tu mentais !» dit-il en se levant de sa chaise avec une expression menaçante et furieuse. « Paulo, je ne comprends pas pourquoi tu me parles comme ça, » recula Sarah. « Tu m'as trompé tout ce temps, » balbutia son mari. « Je pensais que tu étais une femme modeste, calme, normale, mais tu rencontrais des hommes depuis l'école, et non seulement ça, tu portais un bébé de je ne sais qui. » La gifle brûlante ramena Sarah à la réalité. Elle se tint la joue endolorie, regardant son mari avec crainte. La peur fit place au ressentiment, qui se manifesta en larmes. Sarah s'enferma dans la salle de bain et pleura pendant 1 heure. Lorsqu'elle sortit, son mari dormait à la table de la cuisine, la tête reposant sur ses mains. Après cet incident, la vie familiale de Sarah commença à se détériorer. Influencé par les ragots des connaissances et des voisins, Paulo commença à la traiter mal. Tous ceux qui découvraient qui était sa femme se sentaient obligés de révéler la vérité sur Sarah. Les rumeurs et les commérages alimentaient la colère de Paulo et blessaient Prime, son orgueil. Sa consommation d'alcool commença à augmenter. Un soir, Sarah s'assit en face de lui à la table. « Nous devons avoir une conversation sérieuse, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Ce qui s'est passé à l'école ne devrait pas affecter nos vies maintenant. Ce chapitre est clos, et le passé, c'est le passé. Si tu n'es pas heureux de vivre avec moi, je partirai. » Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça personnellement? Qui a-t-il à raconter? Que j'ai accouché et que le bébé est mort à l'hôpital? Avais-tu vraiment besoin de savoir ça? Ça aurait fait une grande différence, cria Paulo. Ça aurait changé beaucoup de choses. Au moins, je n'aurais pas eu l'air d'un imbécile aux yeux des autres. Tout le monde le savait, toute la ville, et j'étais le seul dans l'ignorance. Pourquoi m'as-tu fait ça? Je ne pensais pas que ça te concernerait. Je pensais que tu m'avais épousé, moi, et pas les ragots que tu entends maintenant. Je ne m'excuserai pas, je n'ai rien fait de mal. La vie m'a juste donné une leçon. Une seule grosse larme coula sur la joue de Paulo. Sarah éprouva de la peine pour son mari. Elle se leva de table, s'approcha de lui par derrière et le serra dans ses bras. Il n'y eut pas de discussion sérieuse ce soir-là, mais la vie du couple continua de s'enliser. Peu à peu, Paulo cessa de s'occuper de la boutique et de réapprovisionner les stocks, et le chiffre d'affaires diminua mois après mois. Après 5 ans, il dut fermer définitivement le commerce. L'année suivante, après la fermeture, Paulo et Sarah étaient presque constamment ivres. Parfois, des amis et connaissances alcooliques apparaissaient, provoquant des disputes et des troubles aux grandes dames des voisins. Au fil du temps, le couple dilapida ses économies et vendit ses biens pour presque rien. Tout cela pour chercher la prochaine boisson. Dans des moments de lucidité, Sarah réalisait qu'elle devait changer de mode de vie. Dans ces moments-là, elle chassait les invités et nettoyait la maison. Sa conscience la poussait à arrêter de boire, à agir avec sagesse et à changer de vie. Cependant, les demandes de son mari pour des remèdes contre la gueule de bois la ramenaient à ses anciennes habitudes. C'était un cycle sans fin. Ce cycle aurait pu se poursuivre indéfiniment s'il n'y avait pas eu un incident qui changea complètement la vie de Sarah. Un jour, elle revenait du magasin avec une bouteille dans son sac. Son mari l'attendait à la maison, mais elle ne voulait pas rentrer. À la place, elle s'assit sur un banc dans le jardin public, regardant les feuilles jaunes tomber doucement des arbres. C'était une belle journée d'automne, comme celle que les poètes décrivent souvent. Sarah pensa que c'était une erreur de quitter le supermarché, une erreur de travailler dans la boutique de Paulo, une erreur d'épouser Paulo. Soudain, un homme digne dans un manteau gris s'approcha d'elle. « L'automne n'est pas une saison pour être triste, dit-il, comme s'il parlait à lui-même ou à Sarah. Ce n'était pas clair. La femme se tourna pour le regarder. L'homme avait un visage bienveillant, avec des yeux brillants et des rides au coin, semblant avoir une vingtaine d'années de plus qu'elle. « Peut-être, répondit-elle, mais il y a bien d'autres raisons. » Il sourit. « En effet, il y en a beaucoup. » Pour une raison quelconque, elle ressentit le désir de parler à cet homme, d'avoir quelqu'un qui lui témoignerait de la sympathie. Comme s'il l'avait senti, il lui tendit la main. « Sarah, répondit-elle, et la chaleur de la poignée de main agita son âme. «
apportant un sentiment d'inconfort qu'elle ne comprenait pas. « Vous savez, Sarah, quand ma femme est décédée, me laissant seule avec mes filles, je cherchais du réconfort dans ce qui est maintenant dans votre sac, dit-il, remarquant son expression surprise et ajoutant « Oui, ne soyez pas choqués, je vous ai vu dans le magasin. » La femme se déplaça sur le banc, se sentant embarrassée d'être interpellée sur sa consommation d'alcool. Elle avait toujours essayé de cacher sa consommation aux voisins et connaissances, mais cet homme avait facilement perçu sa faiblesse. « Mes filles n'avaient que 5 et 3 ans, continua-t-il. Elles souffraient rarement du fait que leur mère n'était plus là. Je me complaisais dans l'auto-apitoiement jusqu'à ce que je réalise que je pouvais perdre mes filles et me retrouver seul. J'ai compris que l'alcool n'était pas la solution. Vous devez vivre pour ceux qui vous aiment et dépendent de vous. »« Je n'ai personne pour qui vivre, » répondit Sarah. « Personne ne m'aime ni ne dépend de moi. » Elle soupira, baissant la tête. Si son bébé avait encore été en vie, elle aurait eu une raison de vivre. Mais maintenant, qu'avait-elle ? Un mari qui ne se maîtrisait pas et ne voulait rien d'autre qu'une bouteille. « Vous vous trompez. Vous ne voyez rien autour de vous dans votre état actuel, » dit-il. « Qu'est-ce que c'est ? Un mari ivrogne ? Je le connais comme ma poche, » répliqua Sarah. « Vous pouvez continuer comme ça si vous voulez, mais il y a d'autres options, » dit-il calmement. « Vous êtes une femme jeune et belle. Pourquoi laisser votre vie se gâcher ? » « Je n'appellerai pas ça une vie, » dit Sarah. « C'est une simple existence. »« Et vous ne buvez plus ? » ?»« Très rarement, » répondit l'homme. « Seulement pendant les fêtes. Je me permets toujours un verre avec un bon repas. J'aime les barbecues, c'est la nature à son meilleur. Des braises rougeoyantes et de la viande aromatique qui grille dessus. Comment résister à un petit verre de vin ? Oui, sourit Sarah. Cela fait une éternité que je ne suis pas allé à un barbecue. Ça te dirait qu'on change ça ensemble ? Proposa Benedito. Sérieusement ? Demanda Sarah, se sentant mal à l'aise, comme si elle s'imposait à cet homme. Regarde le temps, il est magnifique. Les sorties à la campagne me manquent déjà. Fais-moi confiance, c'est exactement ce qu'il te faut en ce moment, s'exclama-t-il. Eh bien, allons-y, répondit-elle, incertaine. Super, demain, même heure, retrouve-moi ici, dit l'homme en se levant et en serrant la main de Sarah. À demain alors, dit-il en se retournant et en descendant le sentier. Pendant un moment, Sarah observa cet homme remarquable, réalisant que rien n'arrive sans raison dans la vie. Si le destin l'avait amené de manière inattendue dans sa vie, c'était un signe. Sur le chemin du retour, Sarah se surprit à sourire, sans s'en rendre compte. Elle ne s'était pas sentie aussi légère et sereine depuis longtemps. Quand elle rentra chez elle de bonne humeur, même polo, échevelé et ivre avec son t-shirt déchiré et son pantalon usé, ne put entamer son moral. En posant la bouteille devant lui, Sarah s'apprêtait à quitter la cuisine lorsqu'il marmonna. « Et toi, assieds-toi, chérie, buvons ensemble. »« Non, merci, » répondit fermement Sarah. Elle s'enferma dans la salle de bain et resta longtemps sous la douche, sentant que l'eau chaude la rajeunissait, lavant les chocs du passé de chaque cellule de sa peau. Le lendemain, habillée d'un jean et d'une veste, elle se rendit au parc où Benedito l'attendait déjà. 2 adolescentes étaient avec lui. « Voici Sarah, voici Mariana et Clara, mes filles. » Il présenta ses filles. « Enchantée, » répondit Sarah. Ils marchèrent jusqu'à la rivière et trouvèrent un coin confortable. Benedito installa un grill, sortit un seau en plastique rempli de viande marinée, de pain et de légumes de son sac à dos. « Bon, les filles, je m'occupe de la viande. Vous vous chargez du reste, d'accord ?» demanda-t-il en se tournant vers Sarah et ses filles. « Compris, papa » répondit l'aînée, Clara. Sarah remarqua que les filles de Benedito étaient très efficaces. Elles coupaient habilement concombres et tomates et les disposèrent sur des assiettes en plastique. « Vous travaillez avec papa ?» demanda Mariana. « Non, » répondit Sarah. « On vient juste de se rencontrer. »« Intéressant, » dit Clara, scrutant la nouvelle connaissance de son père. « On pensait que vous étiez prof aussi. »« Papa est professeur, bien sûr. Il enseigne aux étudiants de l'université, » dit fièrement Mariana. Quand la viande fut prête, tout le monde s'assit sur une couverture qui servait de table improvisée. Le pique-nique fut un succès. Les filles hétéro-polies, bien qu'elles ne montrassent pas beaucoup d'intérêt pour Sarah, ce qui la mettait à l'aise. Ensuite,
Ils servirent du thé d'un thermos et l'offrirent à Sarah. « C'est du thé de Sinorodon, dit l'homme. Je le fais moi-même, c'est une boisson très saine. Merci, vous savez, je me sens tellement à l'aise en votre compagnie, avoua Sarah. Comme si je vous connaissais depuis 100 ans. Je suis ravi, répondit Benedito avec un sourire. Sarah rentra tard, alors qu'il faisait presque complètement noir. Où étais-tu? Tu as apporté de la bière? Demanda Polo de mauvaise humeur. Va la chercher toi-même, feignant. Moi, je vais me coucher. Sarah ferma la porte de la chambre. On pouvait encore entendre les grognements de son mari pendant un moment, puis la porte d'entrée claqua. Le lendemain, Sarah se rendit tôt au supermarché où elle travaillait avant et elle fut embauchée à nouveau. Un mois plus tard, en rentrant chez elle, elle vit Benedito. « Bonjour, Sarah. »« Bonjour, » sourit la femme. « Comment es-tu arrivée ici ?»« Oh, en fait, je t'attendais. »« Moi? Pourquoi ?» s'étonna Sarah. « Je veux te parler. » Ils marchèrent dans l'allée en silence. Soudain, Benedito s'arrêta et commença à parler. Il mentionna qu'il n'était plus jeune et qu'il ne pensait pas qu'il y aurait une autre femme dans sa vie. Il parla de sa fille qui avait besoin des soins d'une femme. Après une brève pause, il dit « Sarah, on m'a offert un bon poste au département de la ville régionale. Ils nous fournissent un appartement spacieux. Viendras-tu avec nous ?»« Que veux-tu dire ?» demanda Sarah confuse. « Viens simplement avec moi. Je ne te demande rien, juste d'être là pour moi. Sois mon ami, ma compagne pour le reste de ma vie, » supplia l'homme, regardant Sarah dans les yeux avec espoir. Mais alors que Sarah commençait à objecter, il la fit taire avec sa main. « Ne dis rien, tu as une semaine, » dit-il en lui tendant une carte de visite. « Voici mon numéro de téléphone. Si tu acceptes ma proposition, je serai très heureux. Maintenant, laisse-moi te raccompagner chez toi. Il est tard et il fait sombre. » Ils marchèrent en silence jusqu'à chez Sarah. Aucun mot n'était nécessaire. Elle savait déjà. Elle voulait être près de cet homme mûr, intelligent et sage. Une semaine plus tard, avec seulement un sac de aides-affaires, elle partit avec Benedito et 16 filles pour la ville régionale, laissant derrière elle son mari alcoolique et une vie de désespoir. À la demeure des Luys, une atmosphère festive régnait. Cela faisait 23 ans que Tarcisio avait rejoint la famille. Au fil des ans, le couple n'avait jamais regretté de l'avoir adopté. Cependant, ils avaient décidé de ne pas révéler le secret de sa naissance. Ils l'aimaient profondément, et leur affection était réciproque. Personne n'était plus précieux pour lui que sa mère et son père, sauf sa jeune sœur, Pénélope. Ils étaient inséparables. Lorsque Pénélope était bébé, son grand frère pouvait passer des heures avec elle. La différence d'âge de 5 ans lui faisait se sentir sage et autoritaire. Il emmenait toujours sa sœur au jardin, lui lisait des livres et lui apprenait même à construire un bonhomme de neige. Maintenant, Tarcisio terminait ses études à l'étranger et devait rentrer pour les vacances. Eliana avait préparé un déjeuner somptueux, y compris la tarte préférée de Tarcisio. Lorsque la voiture entra dans la cour, Pénélope courut accueillir son frère. « Tarcisio !» s'exclama-t-elle en le serrant fort dans ses bras. « Je suis tellement contente que tu sois là. »« Chut, petite sauvage !» ria Tarcisio en suivant Pénélope. Anna et Arthur sortirent aussi sur la terrasse. Tout le monde était de bonne humeur. « Comment s'est passé ton volume, mon fils ?» demanda Arthur en serrant Tarcisio dans ses bras. « Ça a été, papa », répondit Tarcisio après avoir embrassé et embrassé sa mère. Tout le monde entra dans la maison. Une fois installés dans le salon, les parents ne pouvaient s'empêcher d'admirer leur fils. « Il a tellement grandi !» s'exclama Anna. « Je n'arrive pas à croire que notre petit garçon soit devenu un homme. »« Que t'attendais-tu? Qu'il reste petit, à courir après un ballon dans la cour et à voler des bonbons à Eliana dans la cuisine ?» plaisanta Arthur. La famille passa toute la journée à la maison, profitant de la compagnie les uns des autres, observant leurs enfants adultes jouer. Anna était heureuse, bien que la santé de son mari soit la seule ombre à son bonheur. Anna fut réveillée en pleine nuit par les cris de douleur de son mari. L'état d'Arthur s'était aggravé et il ne pouvait plus le supporter. « Reste calme, chérie. Je vais te chercher un cachet tout de suite, » dit Anna en se levant du lit. « Ce n'est pas nécessaire. J'en ai déjà pris un. Ça ne fait rien, » répondit-il, respirant lourdement. « Que dois-je faire »
Anna saisit son téléphone sur la table de nuit et appela une ambulance. Lorsque l'ambulance arriva à la demeure, toute la famille était éveillée. Tarcisio et Pénélope n'étaient pas au courant de la maladie de leur père. Leurs parents avaient habilement caché cela pour leur éviter des soucis supplémentaires. Arthur fut emmené à l'hôpital, accompagné de sa femme. Cette nuit-là, personne dans la maison ne réussit à dormir. Eliana, vêtue d'un peignoir et d'un châle coloré, prépara du café pour les jeunes. « Eliana, tu savais ?» demanda Tarcisio à la gouvernante. « Tu savais que papa était malade ?»« Je le savais, mon cher, mais on m'a strictement interdit d'en parler, » répondit-elle en posant des tasses de café aromatique devant Pénélope et Tarcisio. « Gardons espoir. Pénélope, il faut qu'on aille à l'hôpital, déclara Tarcisio. Je vais prendre une douche, me rafraîchir, puis j'y vais. Je viens avec toi. » Anna était assise dans le couloir de l'hôpital, son regard fixé sur le panneau clignotant « Ne pas entrer ». « Comment va, papa ?» Pénélope entoura sa mère de ses bras, se cramponnant à ses vêtements. « Il ne va pas bien, ma chérie. Mais il va s'en sortir, n'est-ce pas? Ils vont l'aider, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mon amour. Tout ce qu'on peut faire, c'est avoir foi et espoir. » « Maman, où est le médecin? Je veux lui parler, dit calmement Tarcisio. Anna fit un geste faible en direction du bout du couloir. Le jeune homme se dirigea avec assurance vers le bureau du médecin. Après avoir frappé à la porte, il entra et trouva le médecin assis à son bureau. « Bonjour, je suis Tarcisio, le fils de votre patient Arthur Lacerda. Asseyez-vous, jeune homme, suggéra le médecin. Les résultats des tests viennent d'arriver. L'état de votre père est grave. C'est assez avancé. »« Il n'y a rien à faire ?» demanda Tarcisio, anxieux. « Nous avons besoin d'un donneur, mais c'est difficile d'en trouver un en si peu de temps. » « Qui peut être donneur ?»« En théorie, des parents proches et des personnes compatibles avec le patient. »« Alors je serai le donneur », s'exclama Tarcisio en se levant de sa chaise. « Votre volonté est admirable, jeune homme. Mais il faudra d'abord vous tester. »« Bien sûr, je suis prêt, » dit Tarcisio en se dirigeant vers le couloir. Il s'approcha de sa mère et de sa sœur. « Maman, papa a besoin d'un donneur. Les parents de sang sont les plus susceptibles d'être compatibles. J'ai dit que j'étais prêt. » Anna regarda son fils, les yeux assombris par la tristesse, dépourvue d'espoir. « Non, mon fils, ça ne marchera probablement pas, » dit-elle. « Mais pourquoi pas? Je veux aider mon père. Je ne veux pas le perdre, » s'exclama Tarcisio, indigné et déconcerté par le désespoir de sa mère. « Je suis jeune, je suis en bonne santé. Je vais me rétablir rapidement. Pour papa, c'est une question de vie ou de mort. Arrête et écoute-moi, » ordonna fermement sa mère en essuyant ses larmes avec un mouchoir. « Tu ne peux pas être le donneur de ton père. Tu n'es pas son parent biologique. » Tarcisio se figea, comme si un seau d'eau froide venait de lui être jeté dessus. C'était au-delà de ses pires cauchemars d'entendre de telles paroles de sa mère. Puis elle ajouta, « Tu n'es pas son enfant biologique, tu es adopté. »« Que dis-tu, maman ?» demanda Pénélope, effrayée. « Tu ne vas pas bien. Nous devrions appeler un médecin. »« C'est vrai, » répondit Anna. « Quand nous serons à la maison, je vous raconterai tout. Il semble que le moment soit venu, » dit-elle amèrement, s'asseyant tranquillement sur la chaise, se balançant d'avant en arrière, perdue dans ses pensées. Pendant ce temps, Tarcisio marchait lentement dans le couloir, désireux de s'échapper pour prendre l'air frais. Sa tête tournait avec les mots qu'il venait d'entendre, des mots qui allèrent changer sa vie à jamais. Tarcisio sortit dans l'air froid de la nuit, l'esprit en plein tumulte. La révélation l'avait frappé comme un marteau, brisant tout ce qu'il croyait savoir. Pendant des années, il avait cru être le fils biologique d'Arthur et d'Anna. Et maintenant, au moment le plus désespéré de sa vie, il découvrait qu'il ne l'était pas. Il marchait sans but dans les environs de l'hôpital, essayant de comprendre cette nouvelle réalité. Il se rappelait des moments de son enfance, de petites choses qui semblaient maintenant être des indices. Des chuchotements entre ses parents quand il pensait qu'il ne les écoutait pas, des regards étranges des parents éloignés. Tous ces moments prenaient maintenant un sens. Il n'était pas leur sang, il n'était pas le véritable fils d'Arthur. Mais il l'avait aimé, n'est-ce pas? Les larmes de sa mère, l'inquiétude dans sa voix, l'encouragement sans fin de son père, les câlins chaleureux et les rires.
Comment cet amour pourrait-il être moins réel simplement parce qu'il était adopté? Et pourtant, la douleur de ne pas pouvoir aider Arthur dans son moment de besoin le rongeait. Le téléphone de Tarcisio vibra dans sa poche, le tirant de ses pensées. C'était Pénélope. « Où es-tu? Maman te cherche !» dit-elle, la voix tremblante. « Je suis dehors » répondit-il. « J'avais juste besoin d'un peu d'air. » Il y eut une pause avant qu'elle ne parle à nouveau, plus doucement cette fois. « Je n'arrive pas à y croire, Tarcisio. Ce que maman a dit, comment n'avions-nous pas su ?»« Je ne sais pas, » dit Tarcisio, la voix lourde. « Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Il faut qu'on se concentre sur papa. »« Je ne sais pas ce qu'on fera sans lui s'il ne s'en sort pas, » murmura Pénélope, la voix brisée. « Il s'en sortira, » dit Tarcisio, bien que la conviction dans ses paroles vacilla. Il le doit. Après avoir raccroché, il resta encore un moment dehors, levant les yeux vers le ciel, cherchant des réponses, de la clarté, n'importe quoi qui pourrait l'aider à donner un sens à ce chaos. Finalement, il savait qu'il devait rentrer à l'intérieur. Sa famille avait besoin de lui plus que jamais. Lorsqu'il revint dans la salle d'attente, Anna était assise là où il l'avait laissée, toujours perdue dans ses pensées. Pénélope était assise à ses côtés, serrant la main de sa mère, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Maman, il faut qu'on parle », dit doucement Tarcisio en s'approchant. Anna leva les yeux vers lui, le visage marqué par l'épuisement et le chagrin. « Il y a tellement de choses à dire, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit », dit Anna, sa voix à peine audible. « Peut-être que c'est le moment », répondit doucement Tarcisio. « J'ai besoin de comprendre. Comment as-tu pu me cacher cela? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Anna poussa un profond soupir, comme si le poids de ses secrets pesait sur elle depuis trop longtemps. « Nous ne voulions pas te faire de mal. Nous voulions te protéger, te donner une vie normale. Tu étais si jeune quand nous t'avons adopté. Arthur et moi avons pensé qu'il valait mieux que tu ne saches jamais. » « Mais j'avais le droit de connaître la vérité, » dit Tarcisio, la frustration et la douleur transparaissant dans sa voix. « Surtout maintenant, vous auriez dû me faire confiance. »« Je sais, » répondit Anna, les yeux à nouveau remplis de larmes. « Mais tu étais notre fils à tous égards. Nous ne voulions jamais que tu te sentes différent, que tu te sentes comme si tu n'appartenais pas à notre famille. Nous t'aimons, Tarcisio, plus que tout. » Tarcisio s'assit à côté de sa mère, le cœur lourd de sentiments contradictoires. Il ne savait pas comment répondre, alors il resta silencieux, essayant de laisser ses paroles s'imprégner en lui. Il savait qu'elle avait raison. Il l'avait aimée et il lui avait offert une belle vie. Mais la douleur causée par le secret et le moment de la révélation rendaient à tout cela bien plus difficile à accepter. Un médecin s'approcha d'eux, rompant le silence tendu. Anna se leva rapidement, les yeux grands ouverts, remplis d'inquiétude. « Madame Lacerda, commença le médecin, nous avons stabilisé votre mari pour l'instant, mais son état reste critique. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais le temps joue contre nous. Je voulais vous informer qu'il est important de vous préparer à toutes les éventualités. » Anna hocha la tête, les lèvres tremblantes en absorbant les paroles du médecin. Tarcisio sentit son cœur se serrer, le poids de la perte imminente l'écrasant. « Peut-on le voir ?» demanda Pénélope d'une voix tremblante. Le médecin hocha la tête, seulement pour un court moment, et un à la fois. Anna se tourna vers ses enfants. « Allez-y d'abord tous les deux, j'irai après. » Tarcisio hésita, puis acquiesça. Lui et Pénélope suivirent le médecin dans le couloir qui menait à la chambre de leur père. En arrivant à la porte, Pénélope se retira pour laisser son frère entrer en premier. Tarcisio entra dans la pièce, le cœur battant. Arthur était allongé sur le lit, pâle et faible, relié à des moniteurs et des machines qui émettaient de faibles bips. La vue de son père dans cet état, si fragile, le bouleversa presque. « Papa » murmura Tarcisio en s'approchant du lit. Les yeux d'Arthur s'ouvrirent doucement, et il sourit faiblement en voyant son fils. « Tarcisio » dit-il, la voix faible mais pleine de chaleur. « Tu es là. »« Je suis là, papa, » dit Tarcisio, essayant de retenir les larmes qui menacèrent de couler. Il s'assit près du lit et prit la main de son père. « Je suis désolé, mon fils, » dit doucement Arthur. « Pour tout. »« Ne le sois pas, » répondit Tarcisio en serrant la main de son père. «
Tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Tu es mon père. Rien ne pourra changer cela. » Les yeux d'Arthur se remplirent de larmes. « Je suis fier de toi, Tarcisio. Tu es devenu un homme remarquable. » Tarcisio ne put plus retenir ses larmes. Il se pencha et étreignit doucement son père, essayant de transmettre tout l'amour, la gratitude et la douleur qu'il ressentait à cet instant. « Je t'aime, papa, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je t'aime aussi, mon fils, » répondit Arthur, la voix à peine audible. Alors que Tarcisio restait là, tenant la main de son père, il réalisa que quoi qu'il arrive, il porterait l'amour et l'héritage d'Arthur avec lui pour le reste de sa vie. Les gens étaient pressés, se hâtant quelque part, les voitures passaient à une vitesse vertigineuse et l'âme de la femme, qui avait vieilli et grisonné de tristesse, était vide. Il n'y avait plus de vie en elle. Sarah acheta une tourte aux pommes de terre et du thé à un vendeur ambulant, puis trouva un banc dans le parc pour réfléchir. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. À côté d'elle, sur le banc, la tourte était toujours intacte et le thé froid lorsque la nuit tomba sur la ville. « Excusez-moi, vous ne vous sentez pas bien ?» Sarah entendit une voix qui semblait venir d'en haut. Elle leva les yeux pour voir une inconnue tenant un gros chien en laisse. La femme s'assit à côté d'elle. « Que vous est-il arrivé? Dois-je appeler une ambulance ?» demanda-t-elle, tandis que la tristesse accumulée en Sarah se transformait en un flot de larmes. Elle sanglotait de manière incontrôlable. La femme lui tendit une petite bouteille d'eau de son sac. Une fois que Sarah se calma, l'étrangère se présenta. « Je m'appelle Jean. Il est tard. Vous ne pouvez pas rester ici. Venez chez moi. » Jean aida Sarah à se lever et elle la suivit sans protester. Une fois de plus, Dieu soutenait Sarah en lui envoyant une sauveuse. Jean ressentait tellement de compassion pour le destin de la femme âgée qu'elle ne pouvait pas la laisser repartir. Elle-même avait traversé de nombreuses épreuves dans sa vie. Jean avait 4 enfants et son mari était décédé alors que le plus jeune n'avait même pas un mois. « Restez avec nous, il y a assez de place pour tout le monde », proposa Jean le lendemain matin. Au début, Sarah résista, mais Jean la persuada en lui disant qu'elle avait besoin d'aide avec les enfants et que Sarah pourrait prendre le rôle de leur grand-mère. C'est exactement ce qui se passa. Les 2 fils et les 2 filles de Jean se révélèrent être des enfants brillants et affectueux. En une semaine, ils racontaient à leurs amis et voisins que leur grand-mère était arrivée. Tout le monde dans l'immeuble la connaissait et chacun la traitait avec respect. Ainsi, Sarah, qui semblait destinée à la solitude après la mort de Benedito, retrouva une famille avec Jean et ses 4 enfants. Maintenant, elle attendait Jean, qui était descendu pour parler à des étrangers. « Qui êtes-vous » demanda Jean au jeune homme bien habillé, qui se tenait à côté d'un énorme four noir, regardant à travers les fenêtres. « Je cherche Sarah » répondit le jeune homme. « Est-ce qu'elle vit ici ? Peut-être que vous pourriez d'abord vous présenter et expliquer de quoi il s'agit » répliqua Jean méfiante. « Bien sûr, je m'appelle Tarcisio. D'après ceux que j'ai découverts, Sarah est probablement ma mère biologique. » Les sourcils de Jean se haussèrent. « À ma connaissance, Sarah n'a pas d'enfant. Laissez-moi la rencontrer et lui parler. C'est la seule façon de découvrir la vérité. » « Je vais vous conduire à elle, mais soyez prudent, » dit Jean en se dirigeant vers l'entrée. Les 2 gardiens de sécurité suivirent Tarcisio, mais il les arrêta. « Attendez ici, s'il vous plaît. » Sarah posa la bouilloire sur la cuisinière et s'assit à la table. 10 minutes plus tard, Jean entra dans la cuisine, suivi du jeune homme que Sarah avait remarqué plus tôt au rez-de-chaussée lorsqu'elle avait regardé par la fenêtre. « Sarah, je ne comprends rien, mais cet homme a besoin de te parler, » dit Jean, l'air perplexe. « Je vais vous laisser seul. » Elle envoya les enfants, qui observaient l'invité avec curiosité, dans la chambre près de la porte et invita Tarcisio à s'asseoir. Puis, elle s'assit elle-même. L'homme resta silencieux, fixant le visage de Sarah. Sarah avait l'impression d'avoir déjà vu ce jeune homme quelque part. Son visage lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à se souvenir d'où. « Êtes-vous Sarah ?» demanda finalement Tarcisio. « Je m'appelle Tarcisio. Pendant de nombreuses années, j'ai cherché ma mère qui m'a laissé à la maternité. » Jean et Sarah échangèrent des regards surpris. Comment pouvait-elle aider cet homme? Après un bref silence, Tarcisio reprit son histoire. « Je n'ai jamais su que j'étais adopté jusqu'à ce que mon père soit sur son lit de mort. »
C'est à ce moment-là que ma mère, submergée par l'émotion, m'a révélé qu'elle et mon père m'avaient adopté quand j'étais très jeune. Au début, j'étais furieux et j'ai même quitté la maison. Finalement, je me suis calmé et j'ai commencé à chercher ma mère biologique. Tout ce que je savais, c'était le nom de la ville et que ma mère, à 16 ans, m'avait laissé à la maternité peu après ma naissance. Je m'étais imaginé des milliers de fois la rencontre avec elle, exprimant mes sentiments envers des mères comme elle. Mais je la remerciais mentalement de m'avoir donné la vie. Après tout, j'ai une vie heureuse et prospère, les meilleurs parents du monde et une sœur que j'aime profondément. Malheureusement, toutes mes recherches n'ont mené nulle part. La piste s'arrêtait à la maternité. Il y avait eu un petit incendie et les documents avaient été perdus. Personne ne se souvenait de moi, sauf une jeune femme de ménage qui nettoyait le couloir de l'hôpital au moment de ma naissance. Elle avait entendu une conversation entre le médecin et le grand-père d'un nouveau-né prématuré. Le grand-père exigeait de signer une décharge. Je suis son père. Ma fille est mineure, donc j'ai le droit de décider pour elle, avait déclaré l'homme à voix haute. La femme de ménage avait été tellement marquée par la décision du père qu'elle s'était souvenue de cet incident pour le reste de sa vie. Elle m'a également dit qu'elle avait entendu dire à la jeune mère que son bébé était mort. Mais elle-même avait vu que le garçon avait été envoyé à l'orphelinat. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma propre mère ne savait pas que j'étais vivant. Et j'ai trouvé les indices qui m'ont mené à vous. Tarcisio se tut. Il regarda Sarah, qui écoutait l'histoire en silence. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne pouvait pas croire que son père ait pu commettre un acte aussi cruel. Il n'était plus là maintenant, et il n'y avait personne à qui poser des questions. Sarah était remplie à la fois de tristesse et de joie en réalisant que son fils était vivant. Elle voulait se lever et le serrer dans ses bras, mais son corps restait figé. Des larmes coulèrent également sur le visage de Tarcisio, et il luttait contre une boule dans la gorge. Finalement, il avala difficilement et déclara avec assurance: « Je t'ai retrouvé, maman. Maintenant, nous ne serons plus jamais séparés. » J'espère que vous avez apprécié cette courte histoire. Commentez et partagez. Merci de votre lecture.